la première partie sera pour moi et après Nicolas. Donc vous voyez bien mon écran, c'est bon? C'est parfait, Jeff. Parfait. Donc au niveau des données dans Office 35, déjà on va faire le tour de où sont les données et puis qu'est-ce qu'il y a à disposition pour pouvoir les sauvegarder, donc qu'est-ce qu'une donnée, etc. Donc pour la plupart, je pense qu'on connaît Teams et du coup Teams se base sur des Office 365 groupes qui va vous, par exemple, créer des SharePoint derrière, tout un tas d'artefacts, planeurs, etc. Donc les données qui sont dans Teams, quand on partage des documents, etc., elles vont aller dans le SharePoint qui est derrière Teams. Donc, quand vous créez un Teams, vous avez un SharePoint derrière. Et pour chaque canal de discussion, vous allez avoir un dossier qui est créé. Donc ça nous fait des documents dans SharePoint. Après, quand vous faites du chat avec des personnes, donc dans la partie conversation ou chat, dépendant de la langue de votre Teams, eh bien, ça va vous mettre le document que vous partagez à cette personne dans votre OneDrive à vous, et ça va le partager aux personnes en face. Donc, on a aussi des documents dans OneDrive. Et tout ce qui est conversation, ça va être ça stocké dans Exchange. Après, quand vous avez un intranet ou des espaces documentaires, eh bien, on a aussi SharePoint pour avoir des documents. Donc, si on prend le cas d'une perte de données, donc on peut perdre des documents si on se fait pirater l'ordinateur ou son tenant 65, mais on va dire que la plupart des données importantes sont les documents stockés dans OneDrive SharePoint. Si on prend un scénario d'un utilisateur, j'ai fait une petite vidéo là. Donc imaginons, je suis quelqu'un d'administratif, je cherche une facture qu'on m'a envoyée par email. Je cherche dans mes mails, introuvable. Donc je me dis que c'est peut-être dans mes documents, dans ma corbeille. Et là, pareil, introuvable. Donc c'est peut-être pas dans mes mails, c'est peut-être dans mon OneDrive. Donc je vais aller voir dans mon OneDrive. Est-ce que ces documents ont été mis là-bas? Et là, de la même manière, un utilisateur, impossible de mettre la main sur ces documents, pas dans la corbeille, ni dans la corbeille ni de second niveau, qui est une corbeille qui arrive au bout de 30 jours dans la corbeille de second niveau de OneDrive. Donc là, qu'est-ce qu'on a comme solution de secours? En général, c'est d'abord la panique. Donc il y en a qui réagissent comme ça, grosse panique. Ou bien on prend les choses un peu plus calmement. Et comment ça peut arriver, ce genre de choses? Eh bien, les utilisateurs, soit ils ont fait une suppression sans le vouloir d'un document, ou bien ils ont vidé, et du coup le quota de la corbeille est atteint ou la durée a été atteinte de conservation et c'est supprimé. Ou bien l'utilisateur a cliqué sur vider la corbeille, donc là ça disparaît de toutes ces corbeilles. S'il est dans un cadre d'édition dans SharePoint, on peut définir un certain nombre d'historiques de versions dans les espaces documentaires. Si on a mis 100 par exemple et qu'on arrive à la 101e version, ben, je ne pourrai plus revenir sur la première. Et un cas qu'on ne parle pas assez peut-être, mais qui arrive, hein, des virus, des ransomware qui viennent du coup chiffrer tous les fichiers qui sont sur le PC de la personne. Étant lié à OneDrive, eh ben, ça remonte dans Office 365. Ou bien, encore pire, le pirate agit carrément sur Office 365. Un petit phishing, etc. On récupère les logins d'une personne et on va chiffrer tout un tenant, surtout si la personne est administrateur du tenant. On peut avoir aussi le problème du coup de défaillance de chez Microsoft. Bon, ça arrive parfois, ça marche pas pendant 10 minutes. On n'a pas encore vu de cas où des clients ont perdu des documents, mais on ne sait jamais. On ne sait jamais s'il y a trop de personnes connectées avec le Covid, par exemple. On ne pensait pas que ça allait se déconnecter, mais imaginons un jour, Microsoft n'est plus dispo pendant 2 semaines. Ben, comment on va faire? Voilà quelques raisons. Donc, en termes de statistiques, il y a Vim qui a fait un sondage sur 700 entreprises. Et la première raison de perte de données, ben, c'était les utilisateurs, donc en perte accidentelle de données, en vidant la corbeille, etc. La deuxième, ben, c'était les pirates ou les ransomware qui s'intègrent dans votre système. La troisième, ben, c'est une configuration on pensait qu'elle était là pour sauvegarder les données, pour les archiver. Eh bien, en fait, non, ça n'était pas bien fait. Et après, 30% pour d'autres raisons. Donc, Microsoft 365 et Office 365 met en place un certain nombre de choses pour garder vos données un certain nombre de jours. Donc, par exemple, pour les emails, si on met en place de l'archivage, eh bien, ça peut durer assez longtemps, hein, si on peut garder les mails 5 ans. Par contre, une corbeille OneDrive, ça va rester 1 mois, et puis après, ça va être supprimé. SharePoint, par exemple, vous allez avoir 2 niveaux de corbeille, un premier niveau qui va rester 30 jours,
puis un deuxième niveau pour l'administrateur de la collection de sites SharePoint, ça va rester 3 mois, puis après c'est supprimé de manière permanente. Une autre information, si l'employé quitte l'entreprise, généralement on désactive son compte dans l'Active Directory. Et pareil, au bout de 30 jours, eh bien, le compte va être, et son OneDrive associé vont être supprimés automatiquement d'Office 365. Donc si on n'a pas mis en place les sauvegardes qui vont bien, ou le transfert des documents du OneDrive de la personne vers un espace plus collaboratif, ou vers une autre personne, eh bien c'est perdu. Et il faut savoir aussi que pour OneDrive, eh bien, vous avez un certain nombre de quotas en fait, de volume de données dedans, donc qui est assez grand. Mais une fois que vous atteignez ce quota, eh bien, les éléments les plus anciens vont être supprimés. Et il faut savoir que Microsoft, si vous passez du coup ces délais, vous pouvez faire une demande au support informatique de Microsoft, mais ils vont avoir des sauvegardes de leur côté que pendant 14 jours. Et comme notamment une statistique qui dit qu'un utilisateur va prendre 140 jours, donc environ 5 mois, pour se rendre compte qu'une information est manquante dans son système, eh bien en général, il est trop tard pour pouvoir les restaurer, d'où les solutions de sauvegarde. D'autant plus que contractuellement, Microsoft en fait n'est responsable que de la partie infrastructure, donc ils vous fournissent un service d'hébergement, une SLA, etc., de disponibilité, mais c'est vraiment la partie infrastructure. Et les données, ça va être au client vraiment qui est responsable de ces données. Si pour une raison ou pour une autre, vos données se font attaquer, eh bien c'est le client contractuellement qui est responsable de ces données. Donc ils ont un certain nombre de choses pour les sauvegarder, comme on va voir tout de suite, mais contractuellement, ça calme, on va dire. Donc, en termes de statistiques, 74% des métiers ne sont pas protégés avec une solution de sauvegarde. Donc 20% se basent sur ce qui est possible dans Office 365, bien que ce ne soit pas vraiment de la sauvegarde. Mais la corbeille, etc., on peut voir ça comme un élément de sauvegarde, mais de restauration plutôt. 55% ne backupent pas du tout leurs données. Certains vont aller copier manuellement, donc ça fait 1%, très peu de personnes. Et après, l'acteur majeur, ça reste comme Vim. 13% utilisent Vim Backup. Donc, en termes de solutions, avant d'utiliser Vim Backup, qu'est-ce qu'on peut faire? Vous avez de l'archivage qui est possible. Donc ça s'appelle les retention policy en anglais ou stratégie de rétention en français. Ça reste de l'archivage. Donc ça ne couvre pas tous les risques, mais un certain nombre. Par exemple, il y a la possibilité des Preservation Hold Library, qui est en fait un espace documentaire qui vient se mettre avant votre corbeille. Donc si l'utilisateur supprime un document, le document va d'abord se mettre dans cette bibliothèque que vous avez définie pour une certaine durée. Vous pouvez dire que ça va rester dedans pendant 1 an. Et au bout d'1 an, là, ça va aller dans la corbeille. Et là, ça va appliquer ce que j'ai dit précédemment, la règle des 30 ou des 93 jours. Et ça, il faut savoir que ça compte dans vos espaces disponibles d'Office 365. Donc, si vous le mettez pour 10 ans, enfin même pour 1 an, et que vous avez beaucoup de documents de la part de vos utilisateurs qui sont supprimés, eh bien, vous allez potentiellement atteindre les limites de stockage. À quoi ça ressemble? Donc là, c'est vraiment un espace documentaire comme dans SharePoint. On voit que tout élément supprimé va se mettre dans cette Preservation Hold Library et qu'au bout de la durée déterminée, vont aller dans la corbeille. Donc ça marche pour OneDrive et pour SharePoint. Pour Exchange, ça va plutôt être l'archivage qui sera configuré. Donc comme avantage, ça présente de déjà être inclus dans Office 365. Ça doit être préconfiguré, mais c'est inclus dans vos licences. Des avantages, c'est que si vous supprimez un dossier avec des sous-dossiers, etc., tout va être à plat dans cet espace. Vous ne pourrez pas restaurer directement tout le dossier directement, il faudra le faire document par document. Un autre désavantage, c'est que ça ne couvre pas le risque de cyberattaque, de panne de l'infrastructure de Microsoft, et que ça compte dans votre stockage. Donc on va préférer des outils tierces de sauvegarde, tels que Vim ou il y en a d'autres. Aujourd'hui, ça va être Vim, qui vont vous donner de la restauration granulaire, supporter les tolérances de panne s'il y en a une Microsoft. J'imagine qu'on pourra les restaurer ailleurs que chez Microsoft quand c'est supprimé, et de la sauvegarde externe. Après, tout ce qui est licence, Nicolas vous en parlera. Il y a des possibilités même d'avoir des choses un peu gratuites. Donc voilà pour ma partie. Je te laisse la main, Nicolas. Merci. Donc je vais vous partager juste, je vais terminer, il y a 2 petites slides. C'est celui-là.
Donc effectivement, tout le monde voit mon écran, c'est bon? On Tout le voit monde, c'est bon? Teams. OK. Ah, on voit Euh, Teams. alors attendez, je me suis trompé dans le partage. Pardon. Je vais arrêter le partage. Ça. Comme ça, c'est mieux? Ça va arriver? Voilà. Là, on voit les slides, ouais. OK. Donc effectivement, on va maintenant parler de Vim. Donc merci Jeff d'avoir introduit le sujet des licences, puisque c'est un sujet qui est important. Surtout quand on fait un projet Vim, il y a deux facteurs très importants. Ça va être les licences et le coût du stockage. Alors effectivement, on peut avoir des versions gratuites. On peut avoir la Community Edition qui donne accès à 10 utilisateurs, hein, puisqu'on parlera de licence utilisateur. Donc si je veux sauvegarder 10 comptes, bah, je me dois d'avoir 10 licences. Alors de toute façon, je ne pourrais pas aller au-delà de 10. Donc si vous êtes une toute petite PME ou si c'est pour vous, voilà, la Community Edition est parfaite, hein, puisqu'effectivement, elle vous donne accès à une sauvegarde de 10 utilisateurs. Alors, ce qu'on rencontre souvent chez des clients, c'est pourquoi j'ai besoin de Vim, puisque finalement Microsoft s'occupe de tout, s'occupe de mes données, s'occupe de tout. Alors ça, c'est effectivement la perception du client, comme vous a dit Jeff. La réalité, c'est que non, en fait, hein, Office 365 est une solution PaaS, pardon, et donc il s'occupe de la plateforme. Il s'occupe de la mise à jour de la plateforme, il s'occupe de la disponibilité au niveau de la plateforme. Par contre, les données, elles vous appartiennent. Les données appartiennent au client. Et effectivement, en cas de perte de données, c'est dommage, mais c'est comme ça. Voilà, il n'y aura pas de sauvegarde. Qu'est-ce qu'on va pouvoir sauvegarder avec Teams? Excusez-moi, qu'est-ce qu'on va pouvoir sauvegarder avec Vim? Déjà tout ce qui est Exchange, donc à la fois l'Exchange online et Exchange on-premise. Tout ce qui est SharePoint, donc SharePoint online, SharePoint on-premise, OneDrive for Business et enfin Teams. Alors, ce que je vous propose, c'est qu'on aille voir directement Vim. Donc, je vais aller au niveau de mon serveur, voilà, celui-là. Donc ici, je suis sur un serveur Vim Backup pour Office 365. Donc le serveur est dans Azure. Je n'ai rien à la maison, en tout cas pas celui-là de serveur. Donc j'ai directement récupéré le template dans Azure. J'ai juste eu à mettre ma licence et à le configurer. Alors vous allez voir que finalement la configuration est assez simple. Qu'est-ce qu'on a à faire? Déjà, à rajouter son organisation. Donc depuis la V4, on peut ici renommer l'organisation. Pourquoi? Parce que si j'ai plusieurs tenants Office 365, parce que j'ai un forfait que je vends à des clients de sauvegarde et de gestion de la sauvegarde de leur tenant Office 365, je vais rajouter en fait dans ma console l'ensemble de mes tenants Office 365 et je vais vouloir les renommer. Donc je peux effectivement mettre le nom que je veux, ce qui n'était pas le cas avec les anciennes versions. C'est que la V3 et pas la V4, excusez-moi, c'est arrivé. Une fois que j'ai rajouté ça, je vais devoir configurer également tous mes repositories. Donc les repositories, c'est ce qui va permettre de contenir la sauvegarde. Donc si je vais dans Backup infrastructure, je vais avoir plusieurs choses. On va d'abord regarder des backup repositories. Donc j'ai ici créé deux repositories. J'ai mon local repository et mon cloud. Donc ça, c'est juste des noms, hein. J'aurais pu mettre juste repository 1 et 2, ça aurait été pareil. Donc mon local repository me permet juste de faire des sauvegardes et de stocker les données localement sur le serveur, alors localement ou sur un espace de stockage attaché, hein, c'est n'importe. Alors que le cloud, lui, va me permettre d'écrire directement dans Microsoft Azure. Alors effectivement, on voit que là, il y a le chemin E : cloud repository, tout simplement parce que Vim va garder quand même un cache pour pouvoir faciliter les restaurations et restaurer peut-être un peu plus rapidement. Par contre, on voit effectivement à l'icône que oui, c'est bien un repository cloud. Alors, comment on fait pour le créer? Tout simplement, on va dans Object Storage Repository, on fait un Add Object Storage, on met le nom qu'on veut, test AOS par exemple. Voilà. On va devoir choisir ici quel type d'objet de stockage on veut créer. Est-ce que c'est de l'Amazon? Est-ce que c'est de l'Azure? Ou est-ce que c'est de l'IBM? On va choisir l'Azure. Alors évidemment, en amont, on a créé le compte de stockage dans Azure. Il ne va pas se créer tout seul. Là, donc ici, moi, j'ai créé mon
l'empreinte de stockage, hein, je vous montrerai ça tout à l'heure. On va devoir choisir également la région. Dans la majorité des cas, on sera en Azure global, hormis pour hormis pour l'Allemagne, la Chine et tout ce qui est gouvernement américain. Puisque tout ce qui est Allemagne et Chine, ce sont des data centers qui sont opérés par le pays, enfin par les équipes internes, enfin par le pays lui-même. C'est un peu particulier hein, dans ces deux pays-là. C'est toujours quand on a des projets en Allemagne ou en Chine, sur les projets Azure, c'est toujours un peu compliqué. Une fois que j'ai fait ça, je vais pouvoir effectivement voir mon conteneur que j'ai créé en fait dans Azure, et je vais pouvoir en fait derrière créer mes dossiers. Je peux créer ici test AOS, voilà, et je fais finish. Voilà. Après, je vais pouvoir créer maintenant mes backups les jobs de sauvegarde. Hein. Donc, on va en créer un et je vous montrerai les deux que j'ai créés. Donc, quand je fais un backup, je vais effectivement donner un nom. C'est sur le test AOS, hein, j'aime bien. Je vais pouvoir soit configurer, enfin, soit sauvegarder l'ensemble de mon organisation. Mais dans ce cas-là, si j'ai 1000 personnes, il me faudra 1000 licences. Soit je peux dire, non, finalement, je vais commencer petit et je vais sauvegarder que les VIP ou que les boîtes aux lettres les plus sensibles. Donc pour ça, je vais faire Add et je vais pouvoir choisir si je veux sauvegarder les utilisateurs, des groupes, des sites SharePoint ou l'organisation. On verra la différence après entre les deux. Mais si je prends utilisateur, typiquement, en fait, je vais retrouver en fait l'intégrité de mes utilisateurs, l'intégrité de mes groupes ou l'intégrité de mes sites SharePoint. Que ce soit les sites d'équipe, que ce soit les sites Teams. Hein, typiquement, en fait, celui-là et celui-là sont deux équipes Teams. Et dedans, je vais pouvoir bien sûr tout restaurer, que ce soit les discussions, que ce soit les fichiers qui sont insérés. Alors, j'ai pas testé avec toutes les applications parce que Teams se donne accès à beaucoup de fonctionnalités. Je ne les ai pas encore tous testés, mais en tout cas, la restauration des documents et des discussions fonctionnent parfaitement. Donc, une fois qu'effectivement j'ai sélectionné, je vais pouvoir configurer, enfin, je vais pouvoir exclure d'abord certains objets. Dans le cas où, par exemple, j'ai choisi toute mon organisation, je vais pouvoir dire attention, ce groupe-là, par exemple, je ne le veux pas, ou ce site-là, je ne le veux pas. Et enfin, je vais avoir ici le backup proxy. Hein. Le proxy, effectivement, va me permettre, c'est lui qui va être en charge donc, de sauvegarder les données. Donc, en fonction du nombre d'objets à sauvegarder, on mettra plusieurs backup proxy. Hein, donc, il y a une doc qui vous dit qu'attention, un backup proxy peut prendre tant d'objets à sauvegarder. Donc après, en fonction de ce qu'on souhaite sauvegarder, on va en mettre 2, 3, 4. Voilà. Ça dépend de ce qu'on souhaite sauvegarder, de la volumétrie qu'on souhaite sauvegarder. Par contre, ici dans Backup Repository, je vais retrouver mes deux repositories. Donc, je vais choisir Cloud Repository, Next, et je choisis ici toute la partie planification. Je vais pouvoir dire, attention, je veux que le job s'exécute manuellement, automatiquement, tous les jours, toutes les semaines, tous les jeudis, etc. Donc, je fais vraiment ce que je veux au niveau planification. Et je fais Create. Donc, ici, il m'a effectivement créé. Donc là, j'ai mes deux jobs de sauvegarde. Donc, pourquoi deux jobs de sauvegarde? Parce que déjà, celui-là, en fait, il sauvegarde certains utilisateurs, mais il est... pardon. Excusez-moi. Celui-là, oui, effectivement. Celui-là sauvegarde, en fait, mon utilisateur et mes deux sites Teams. Alors, pourquoi j'ai pris l'utilisateur? Je vous montrerai tout à l'heure avec l'explorateur. Et celui-là, en fait, ce job-là, en fait, est sauvegardé directement dans le cloud. Alors que le deuxième, le user account, je vais avoir également le même utilisateur et d'autres sites. Par contre, il est sauvegardé, c'est une erreur, pardon, en local. C'est une erreur de configuration, excusez-moi. Donc voilà, c'est ça pour vous montrer qu'on n'est pas obligé de tout sauvegarder en fait dans le cloud. On peut effectivement faire certains jobs de backup dans Azure et d'autres en local. Hein. On va pouvoir jouer avec les différents repositories. Avant de vous montrer un petit peu ce qui se passe dans Azure, on va aller regarder un petit peu les jobs de sauvegarde, en tout cas les explorateurs, puisque effectivement on va pouvoir restaurer en fait un job de sauvegarde. Je vais utiliser ce qu'on appelle des explorateurs. Dans Vim Backup pour Office 365, on en a 3. On a les Exchange,
les SharePoint ou les OneDrive. On va commencer par l'Exchange. Donc j'ai bien sélectionné mon job qui copie effectivement, qui sauvegarde mon Teams et qui va le backuper dans Azure. Alors pourquoi j'utilise l'exporteur Exchange? Parce que ce que je souhaite restaurer, ce sont les discussions de mon utilisateur. Et les discussions de mon utilisateur sont sauvegardées, sont présentes dans la boîte mail de l'utilisateur. Donc quand je lance mon explorateur, je choisis effectivement si je souhaite restaurer la dernière sauvegarde ou une sauvegarde à date donnée. Moi, je vais prendre la dernière. J'ai ici mon explorateur qui va se lancer et je vais retrouver l'utilisateur ou les utilisateurs que j'ai sauvegardé. Je vais retrouver également l'intégralité de sa boîte, c'est-à-dire le calendrier. Mais non, il n'est pas vide, il y a des trucs dessus. Donc, typiquement, le calendrier, je vais pouvoir les restaurer. Les brouillons, les boîtes d'envoi, la boîte de réception, il y en a quelques-uns. Les archives, s'il y a des archives. Les contacts également. Alors, moi, j'en ai pas de mémoire, oui, c'est ça, j'en ai pas. Parce que je ne suis pas un fanat d'utiliser des contacts dans Outlook. Voilà, c'est une mauvaise habitude que j'ai pris depuis des années. Donc, j'ai vraiment toute la boîte mail et j'ai également tout ce qui est historique de conversation. Donc, j'ai ici en fait toutes mes conversations Teams que j'ai fait avec mon compte. C'est un compte que j'utilise que pour mes tests, donc effectivement, enfin mes tests et autres. Donc effectivement, j'ai pas beaucoup de discussions, mais si j'aurais beaucoup de discussions, je les verrai tous ici et je vais pouvoir restaurer que l'élément que je veux ou toute la boîte, hein, bien sûr. Si je sélectionne ici Nicolas Bonnet, je vais pouvoir restaurer toute la boîte. Après, si je souhaite sauvegarder, restaurer que, par exemple, la discussion, je vais pouvoir restaurer juste cet item-là. Donc cet item-là, je peux soit le restaurer directement à la destination, enfin en tout cas dans la boîte de l'utilisateur, soit autre part. Je pourrais également l'exporter au format PST, le sauvegarder au format message, voilà, l'envoyer. Si je le restaure, c'est très simple, hein, je fais restore to donc directement à l'utilisateur. Ça va prendre un petit peu de temps. Voilà. Il me demande de m'authentifier, je vais m'authentifier avec le compte de l'utilisateur ou avec mon compte admin. Hein. Là, je connais le compte, le mot de passe, donc c'est plus simple. Et il va procéder à la restauration de mon item. Alors, comme je peux restaurer effectivement Exchange, je peux également restaurer OneDrive et je peux également restaurer mes sites d'équipe. Donc, on va revoir pour la partie SharePoint maintenant. Donc, pareil, je lance mon explorateur et je vais au niveau du SharePoint. Finish. Là, je vais avoir mes différents sites SharePoint qui ont été sauvegardés. Je vais pouvoir aller voir ce qu'il y a dedans. Hop, ici, par exemple, me dire attention, cette doc-là, je veux la restaurer. Donc, je peux également sauvegarder le document en format zip cette fois. Je peux l'envoyer le document. Évidemment, sans savoir SMTP, c'est plus compliqué. Je peux faire des recherches avancées, donc ça c'est sympa parce que ça permet effectivement de mettre des critères et de dire attention, dans le cas où vous avez, je sais pas, 100, 200, plusieurs milliers d'utilisateurs, vous voulez faire une recherche d'un élément dans la sauvegarde, vous allez pouvoir en fait vraiment mettre en place les différents filtres et rechercher ce que vous voulez. Si je souhaite sauvegarder, c'est très simple, soit je clique ici, hein, je rentre le mot de passe. Je restaure soit à l'emplacement d'origine, soit autre part. Donc, moi, je vais rester à l'emplacement d'origine. Voilà. Qu'est-ce que je souhaite enfin, les options de restauration plutôt. Moi, je vais les laisser par défaut avec les permissions. Je vais faire restore. Parfait. Alors, ce que j'ai fait là, je peux bien sûr le faire sur n'importe quel élément. C'est-à-dire que si je me mets directement en fait à la racine du site, je peux restaurer directement le site de l'équipe. Donc, la personne qui a malencontreusement supprimé son équipe parce que il s'est trompé de bouton, je peux lui restaurer très simplement
Et donc depuis Azure, alors évidemment, j'ai fait une sauvegarde aujourd'hui, donc je m'appuie sur le cache. Évidemment, si j'ai une équipe qui fait 500 mégas, oui, pardon, qui fait 500 mégas, 1 giga, bah, évidemment, ça sera peut-être un peu plus long. En fait, le dernier explorateur, c'est le OneDrive. Donc, si je prends le OneDrive, je vais avoir également la même chose. Là, je vais avoir également le OneDrive d'utilisateur avec ces différents dossiers, ces différents fichiers. Et je vais pouvoir, en fait, derrière, dire, ah bah tiens, ça veut bien que je te le restaure, ok, je te le restaure. Alors, soit j'ai l'option overwrite, donc je vais venir écraser, soit je le garde, soit je peux dire, attention, je veux copier le document. Je peux également sauvegarder le document en format zip pour finalement lui donner. Je peux lui envoyer le document. Alors, effectivement, en fonction de la taille, l'envoi de document, ça peut être compliqué. Et je retrouve mes filtres. Et finalement, je vais retrouver également la possibilité de restaurer complètement sur OneDrive, de copier complètement sur OneDrive, de le sauvegarder complètement. J'ai quand même pas mal d'options qui me sont fournies, sachant que même si vous utilisez le MFA, effectivement, on va avoir la Modern Authentication. Donc ça va vraiment être plus simple à utiliser maintenant qu'avec les anciennes versions. Quand on avait le MFA, ça pouvait poser problème. Là, aujourd'hui, on a vraiment une authentification moderne, donc c'est beaucoup plus simple, un peu plus pénible à configurer, mais finalement, in fine, on s'y retrouve. Si je regarde ce que j'ai dans Azure, si je retrouve... Alors, où est-ce qu'il me l'a mis? J'arrive, hop, voilà. Je vais donc aller sur Azure, donc je suis ici sur mon portail Azure. Je vais aller dans Storage Account, hein, dans mon compte de stockage. Donc là, j'ai différents comptes de stockage. Ça va être celui-là. C'est ça. Je vais pouvoir avoir ici le Storage Explorer. Donc, bien sûr, ça, je l'ai créé en amont. Hein. Je l'ai créé en amont. J'ai récupéré ici, en fait, l'access key. Vous avez le nom et l'access key. Donc après, derrière, vous avez juste à le rentrer dans Vim et puis c'est bon. Donc, je vais avoir effectivement ici mes blob containers normalement. Voilà. Vim, backup. Avec mes deux conteneurs, donc le test AOS que j'ai créé tout à l'heure et celui-là. Donc le test AOS bien sûr est vide. Si je prends backup, en fait ici je vais avoir tous les dossiers de Vim. Alors bien sûr, il n'y a que Vim hein, qui va savoir les utiliser, mais derrière en fait je vais avoir vraiment tous les fichiers qu'il a besoin qui sont effectivement cryptés. Hein, bien sûr, rien n'étant clair dans Azure, Dieu merci. Toutes les données sont bien sûr protégées. Donc voilà, il y a moins de problèmes à sauvegarder dans Azure. Sachant qu'en plus, un des gros problèmes de Vim Profit 65, c'est toujours le stockage. C'est-à-dire que les licences coûtent effectivement, mais le plus cher, c'est encore le stockage parce que souvent, j'ai affaire à des clients qui ont plusieurs téras à sauvegarder et ils me disent ouais, mais plusieurs téras à sauvegarder, ça veut dire que derrière, il me faut le stockage qui suit. Et des fois, ça ne suit pas toujours. Sachant qu'en plus, même si ça coûte beaucoup moins cher le stockage, ça a quand même un coût d'administration, un coût de maintenance, un coût d'achat. Donc, il faut en tenir compte dans les projets Vim, projets sauvegarde d'ailleurs. Et c'est vrai que souvent, très vite, ça va être problématique, hein, surtout pour les grands comptes qui ont plusieurs milliers de comptes. Ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Si je retourne sur la présentation, c'est la conclusion. Jeff, je te laisse la main pour la conclusion. Tu veux que je la fasse? Ça marche, ouais, vas-y, je vais la faire. Donc, en conclusion, j'arrive à retrouver mes slides. Tu peux passer les slides toi, comme ça on évite. Ouais, pas de souci. Donc en gros, par défaut, il faut penser que SharePoint, etc., OneDrive ont une donnée de conservation d'environ 93 jours et qu'après ils seraient perdus. Que voilà, Microsoft c'est stable, etc. Donc on fait confiance, mais bon, ça n'explique pas d'autres mesures telles que la sauvegarde. Et rien de tel qu'éduquer les utilisateurs à faire eux-mêmes leur restauration, parce que souvent, avant d'aller les chercher dans les outils de restauration ou les bases de données quand on est sur du SharePoint on-premise, eh bien, on a les corbeilles à disposition et l'historique de version pour revenir en arrière, mais qu'une solution de sauvegarde répond aux différents risques qu'on a présentés tout à l'heure. Donc, en termes de ressources pour aller plus loin,
On vous a mis la partie que je vous ai présentée sur les stratégies de rétention, le fonctionnement de la corbeille en termes de durée de conservation, les quotas, etc. Et moi, j'ai rajouté en fait un lien d'un article que j'ai écrit sur mon blog sur la sauvegarde de Teams dans Azure. Donc, ça reprend effectivement vraiment la configuration de tout ce que je vous ai montré, la configuration de Vim et finalement comment je fais pour sauvegarder mes différents sites d'équipe avec Vim Backup pour Office 365. Donc, vous aurez le lien de mon blog. Il y aura pas mal d'articles sur Vim. J'en prépare un pour la restauration de Vim dans Azure. Il est en cours d'écriture. Donc, on va arriver aux questions, je crois, si vous avez des questions via le chat ou en enlevant votre micro. Oui, il y a une question là pour vous, les gars. Vim prend donc aussi en compte la restauration des chats one-to-one? Oui. Oui, tout à fait. En fait, ce que j'ai montré, la sauvegarde que j'ai fait, l'historique de discussion que j'avais, que j'ai restauré en fait directement dans ma boîte mail, c'est bien sûr du chat one-to-one. On va avoir le chat dans l'équipe, parce qu'on peut faire du chat dans l'équipe, et on va avoir le chat one-to-one. Tout à fait. Mais par contre, c'est stocké à des endroits différents. C'est-à-dire que le chat one-to-one sera stocké dans la boîte de l'utilisateur, alors que le chat dans l'équipe sera sauvegardé dans SharePoint. Bonsoir, je prends la parole parce que j'arrive pas à poser de questions dans la conversation. Alors, je vais poser mes questions comme ça. Quand on délète une bibliothèque de documents, si on fait une restauration, ça restaure les fichiers et les champs ou ça va juste restaurer le fichier? Alors, normalement, ça est censé tout restaurer. Après, ce que j'ai encore, j'ai pas eu tout, hein, j'ai pas eu le cas de tout tester parce que Teams offre beaucoup de possibilités. Donc, j'ai pas testé toutes les possibilités, évidemment. Mais par contre, effectivement, ça restaure normalement les champs, les permissions, ça restaure tout. D'accord. Et la même chose sur les mails, en gros, si on veut restaurer le contenu d'une mailbox, on va pouvoir restaurer la mailbox ou si elle est dans le cadre d'une suppression, ça va Oui. recréer l'utilisateur? Tout à fait. Alors, ça D'accord. va pas restaurer l'utilisateur, non. Il faudra peut-être effectivement le resynchroniser. Par contre, du coup, une fois que je l'aurai resynchronisé, une fois que j'aurai recréé, du coup, je vais pouvoir derrière la restaurer puisqu'il aura la même adresse mail. Donc, du coup, je pourrais lui rebalancer, lui restaurer dans sa boîte mail. Alors, la nuance, elle était importante dans ma question. C'est-à-dire que normalement, on recrée le même email, il n'a pas les mêmes ID. Donc, est-ce qu'on va pouvoir vraiment restaurer dans un autre objet, du coup? Oui, tout à fait. On peut rester sur un autre Ok, objet. c'était ça. Ah, ok. Pardon, j'avais pas compris la question. Oui, Oui, tout mais à fait. c'est On moi peut rester qui me sur un autre suis objet. mal exprimé. Pas de souci. On est Pas de d'accord. souci. Pareil, quand tu as parlé de restaurer du Teams, on est bien d'accord, en réalité, on restaure le site SharePoint qui est associé à un Teams, mais il faudra recréer la Teams derrière. Non, il va restaurer la Teams directement. Il va restaurer l'équipe directement. D'accord, Alors là, parce que là, j'ai vu que le SharePoint dans la sauvegarde, mais en réalité, il sauvegarde aussi le Teams associé au site SharePoint. C'est ça que tu veux dire? exactement. En fait, il restaure tout. Ok. En fait, D'accord. j'ai fait le test pour une démo chez un client où en fait, j'ai pris le test BCK là, dans Teams, je l'ai supprimé. J'ai supprimé complètement et du coup, je l'ai restauré et tout est revenu nickel. Les fichiers étaient au bon endroit, le Teams était revenu, donc non, il restaure tout. Mais dans les Après, 30 jours, ça aussi, j'imagine. dans les 30 jours, oui, dans les Mais 30 dans la jours, oui. rétention. Hors rétention, ça va pas Attention, marcher. je l'ai restauré avec Vim, donc j'ai restauré dans la oui, OK, oui, je vois ce que tu veux dire. Oui, dans les 30 jours, dans les 30 jours. Alors j'ai encore jamais eu le cas aujourd'hui, parce que, c'est vrai que le Teams c'est quand même assez utilisé, donc on restaure assez rapidement. Plus de 30 jours, j'avoue que j'ai pas encore eu le cas, de restauration, d'un Teams au-delà de 30 jours. Mais, pour moi, il y devrait pas avoir de problème. Il devrait pas Ok, avoir de problème. merci. Hors, hors, comment? Hors cas particulier, parce que Teams, effectivement, comme je te dis, utilise beaucoup de fonctionnalités et voilà, j'ai pas testé toutes les fonctionnalités. J'ai pas tout testé, parce que voilà, Teams offre un large panel un choix qui est assez large et du coup, voilà, j'ai pas eu l'occasion encore de tout tester. Après, moi, j'ai eu des cas de suppression de Teams. En général, c'est des erreurs de manip. Les gens réagissent assez vite, donc demandent au support. Et là, on a une sauvegarde dans Office 35 de 30 jours. Et pour plus longtemps de Vim, en effet. Oui. C'est une fonctionnalité qui est pas mal demandée, surtout dans l'éducation, où des profs vont par erreur supprimer Teams alors qu'ils pensaient que ça le cachait seulement. Et ça supprime leur classe, par exemple.
Et là, pour le coup, effectivement, tout est reste. Alors moi, je l'ai fait par Vim, je ne l'ai pas fait par Office 365, donc j'ai vraiment pas utilisé la rétention, j'ai vraiment utilisé le Vim, j'ai vraiment restauré toute l'équipe avec Vim. Et non, j'ai tout retrouvé. Les documents, l'équipe, tout a été remis. Tout a été remis dans le Teams en plus. Effectivement, je m'attendais à devoir faire des manips supplémentaires la première fois où j'ai utilisé la restauration de Teams, et puis finalement non, ça s'est bien passé franchement. Alors je serais menteur de vous dire que chaque fois ça se passera bien, comme vous savez aussi bien que moi qu'en informatique, sur deux projets identiques, on n'a jamais le même résultat. Je le vois tous les jours malheureusement dans mes différents projets, où voilà, sur des projets similaires on a souvent des dysfonctionnements différents. Donc voilà, dans la majorité des cas, ça fonctionnera. Après, il y aura peut-être un cas particulier qui fait que ça ne marche pas, il faudra voir pourquoi, et je n'ai pas la prétention de tout connaître. Mais en tout cas, dans les cas que moi j'ai utilisés, ça fonctionne bien. Une autre question intéressante, c'est est-ce que c'est compatible avec RGPD dans le cadre d'une recherche de contenu pour répondre à une requête DSR? Donc, alors, je sais, sur la partie la VBO, je ne sais plus. Faut que je me renseigne. Je sais que sur la Vim Backup Application, oui. Sur le VBO, je ne sais plus. Je ne sais plus s'ils l'ont mis en place. Il me semble que oui, mais j'ai un doute. Il me semble que oui. Okay. Mais voilà. Nico, tu vérifieras et puis on mettra dans le chat sans problème. La réponse. Merci sans beaucoup. problème, parce que j'ai un doute. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Il y avait une question sur le prix, mais il y a eu un lien qui a été envoyé. Oui, après, voilà. Ouais, le prix, alors le prix, c'est toujours un peu compliqué parce que le prix public va varier déjà en fonction de si vous réservez sur 1 an, sur 3 ans, sur 5 ans. C'est-à-dire que plus vous réservez et plus le prix sera faible. On va dire qu'on sera de l'ordre d'un euro entre 1 et 3 euros max. Dans le pire des cas, 3 euros par utilisateur. Donc effectivement, quand on a 10 000 utilisateurs, ça peut être une somme qui est colossale. Alors ce que je dis à mes clients en avant-vente, c'est que déjà, vous pouvez avoir 10 000 utilisateurs, mais que 10 licences ou 100 licences, vous êtes obligé de tout sauvegarder, parce que finalement, la boîte mail de l'agent qui lit ses mails une fois tous les 6 mois, parce que y a rien d'intéressant dans ces mails, c'est juste finalement la RH qui lui envoie des notifications ou des documents qu'on peut retrouver dans le SharePoint. Je m'en fous complètement de la sauvegarder. Par contre, effectivement, le mail du PDG, le mail du directeur, le mail de tous les VIP, j'ai un mail, je sais pas, qui reçoit des documents importants pour mes commandes. Là, pour le coup, je veux le sauvegarder. Voilà. Donc, il faut après arriver à prioriser les boîtes mail que l'on a et dire, OK, ces boîtes mail-là, vont être très critiques, donc je veux les sauvegarder et peut-être faire 2 à 3 rings, c'est-à-dire en fait boîte mail très, très critique, boîte mail moins critique et boîte mail pas critique, un petit peu avec ce qu'on fait pour les mots de passe, et finalement dire OK, je vais prioriser d'abord le cercle 1, puis après j'attaquerai le cercle 2, et puis s'il me reste du budget, je ferai le cercle 3. Mais c'est vrai que oui, dès lors quand sur les gros clients, souvent on me dit ouais, mais 1 euro par utilisateur, c'est pas énorme, sauf que j'en ai 10 000. Et effectivement, ça peut faire une somme. Après, voilà, il faut arriver à trouver Enfin, pour moi, la donnée coûte plus cher qu'1 euro. Donc, c'est ce que je dis aux clients. La donnée coûte plus cher qu'1 euro. C'est-à-dire que si demain vous perdez vos données, ouais, vous aurez économisé 1 euro par mois, mais par contre, vous repartez à 0. Très bien, je crois que c'est clair. Merci à vous. Ah, il y a une dernière question. Oui. Est-ce que ça a de l'intérêt que pour un entreprise ou c'est aussi intéressant pour une utilisation perso? Ça va dépendre de ce qu'il y a dans la boîte mail. Typiquement, si c'est... ça peut être, pour du perso, ça peut être, mais disons que si on est indépendant et qu'effectivement on a tous les contrats, on a toutes les documentations, oui, là c'est important. Moi perso, ma boîte perso elle est sur Outlook, il n'y a pas de sauvegarde, hein. Donc je le perds, je le perds. Après effectivement, quand je partage des documents avec les clients, oui là j'aime bien faire ça. D'ici lundi, la semaine prochaine, je fais mes infos. Ah, non, c'est bon. Ok, merci. Donc, voilà,
Ça va dépendre ça dépend ce qu'il y a dans la boîte mail. Mais ça peut, oui, bien sûr, s'il y a des données importantes, oui. Est-ce qu'il y a une option de restauration avec un bot pour l'utilisateur? Je pense pas. Il me semble pas. Non. Est-ce qu'il y a une API de programmation sur Vim? Auquel cas, peut-être. Oui, une API, oui, un PowerShell. Mais alors après, peut-être, oui, développer son propre API. Parce que, mais ouais, il faut développer sa propre API. Mais pour moi, il y a pas de, pour l'utilisateur en tout cas, je vois, il n'y a pas de portail self-service pour l'utilisateur. Est-ce que, une question encore, backup d'une équipe de 10 personnes, est-ce que c'est une licence ou 10 personnes? Ou 10 licences? Une équipe Alors, normalement, c'est une licence parce que c'est un site web, une équipe. Ok. C'est une équipe. Alors, après, la licence, c'est toujours super complexe. Hein. Alors, moins complexe que chez MS, mais c'est quand même complexe. Mais, non, c'est une. Sujet tabou. Oui, en plus. Une dernière question, enfin je ne sais pas, ce sera la dernière, mais une autre question. Quel est au final un bon argumentaire pour convaincre un client de l'utilité d'une sauvegarde pour Office 365 niveau documentaire? Alors lui dire déjà qu'effectivement il est responsable de ses données, que si demain il y a un problème, il repart à zéro. Alors après, il va effectivement peut-être sortir. Alors, il va peut-être sortir effectivement l'argument du. Tu me complètes, hein, Jeff, si tu vois que j'oublie des choses, mais parce que ça c'est plus ta partie à toi que la mienne, mais pour moi, il y a effectivement le fait qu'il n'y a pas de sauvegarde, le fait que ok, 1 euro ça coûte cher, mais si demain en fait on perd toutes les données, ou la personne part et ça on l'a vu autant Jeff que moi on l'a vu, des personnes qui partent fâchées en fait de leur société, qui suppriment toutes les données, OneDrive, messagerie, SharePoint, ça on l'a vu. Ça arrive pas dans la vraie vie, ça. Non. Ah oui. J'ai un exemple. Ça n'arrive pas, ouais. J'ai vu un exemple, c'est bizarre. C'est ça. Moi, je l'ai vu en live. Hein. Moi, le responsable, moi j'ai vu un responsable d'infrastructure qui m'a dit, bah, écoute, je m'en vais. Le DSI est un abruti, donc je supprime tout. Il l'a supprimé. Ils ont le sang chaud dans le sud. Ça arrive qu'au sud de Lyon. C'est ça. Exactement. C'est-à-dire en fait dans la région marseillaise. Tu peux montrer la petite citation comme argumentation, Nicolas, peut-être? Comment? Excuse-moi. La petite citation qu'on avait mis, peut-être c'est une argumentation. Qui est celle-là. Voilà, qui est celle-ci. L'habituel défaut de l'homme est de ne pas prévoir l'orage par beau temps. C'est Nicolas Machiavel. Tous les Nicolas sont très bons d'ailleurs, je crois. Hein. C'est pas quand il est trop tard qu'on va mettre ces solutions de sauvegarde, quoi. Exactement, et c'est ce que moi aussi je dis au client. Je dis ouais, ok, alors après le client est libre de faire ce qu'il veut. Hein. Moi derrière, si moi je l'ai averti, j'ai un devoir de conseil, donc je dirais que pour répondre à la question, vous avez un devoir de conseil. Donc si la personne était dans une ESN comme moi, elle a un devoir de conseil, c'est-à-dire qu'à un moment donné, elle se doit de dire au client attention, là il y a un problème. Maintenant, si le client veut pas, il veut pas. Moi j'ai des clients qui me disent non, je veux pas. Je dis écoutez, c'est pas grave, on se retrouve dans 6 mois. Et certains m'ont appelé au bout de 6 mois et dit ouais, bon, finalement, ouais, ok. Voilà, après, chacun est libre de faire ce qu'il veut avec son infrastructure, et s'il n'a pas envie, il n'a pas envie, mais il faut l'avertir que derrière, en fait, potentiellement, si le jour où un de ces gars part, s'il supprime tout, en fait, il n'y a plus d'historique. Et que ce soit Jeff ou moi, on l'a vu tous les deux en prod, des données qui étaient supprimées à vie. Voilà, c'est fini, il n'y a plus rien. Il n'y a plus d'historique. Donc, très bien. Voilà. Je pense qu'on a bien couvert le sujet. Je vous remercie beaucoup. Merci à tous pour les questions et l'attention. Merci Patrick. Attention à vous donner. Voilà. Donc,